Je suis très heureux de vous accueillir au Collège de France pour ce colloque qui a été reporté 2 fois, qui devait avoir lieu en juin dernier, à la fin de mon cours sur les fins de la littérature, qui avait été reporté en janvier, ainsi que mes dernières leçons au Collège de France, et puis qui a été reporté donc cette fois-ci. Et il me semblait qu'il n'était plus temps de le reporter une fois encore, puisque nous sommes dans une situation de grande incertitude. Je pensais que le reporter, ça aurait été encore très difficile de trouver une date plus tard. Et comme nous ne savons pas très bien où nous allons, j'ai décidé de le maintenir en ce jour. Si j'ai dû retarder un peu le début de cette journée, je pensais la commencer à 9h, c'était ce qui avait été annoncé, mais il se trouve qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Baudelaire, qui est né le 9 avril 1821, il y a 2 siècles, et il y a des célébrations pour la naissance de Baudelaire aujourd'hui. Je devais aller parler de Baudelaire à la radio, à France Inter tout à l'heure, donc nous commençons à 9h30 seulement. Bon, l'autre point qui me fait plaisir, c'est que vous êtes 9 orateurs aujourd'hui, 9 intervenants dans cette journée sur les fins de la littérature, et tous ceux qui peuvent être présents sont présents. Les 5 Parisiens seront dans cet amphithéâtre. Évidemment, l'amphi et Marguerite de Navarre est tout à fait vide. Nous sommes exactement 6 ou 7 dans cet amphi qui fait plus de 400 places, mais tous ceux qui pouvaient venir ont eu envie de venir, et ça nous montre que nous avons envie de présence. Nous sommes un peu saturés de ces communications à distance par les moyens de visioconférence qui nous facilitent la vie, mais qui ne remplacent pas les contacts. Donc les 5 qui avaient le droit d'être là sont là, et les 4 qui n'avaient pas le droit de venir jusqu'à nous seront en communication avec nous par Zoom et pourront donner leur communication de cette manière. Alors, je vous rappelle que cette journée, c'est donc la dernière de mes activités de professeur au Collège de France. J'avais intitulé « Fin de la littérature » cette série de cours de l'année dernière parce que je m'intéressais à la question de la fin, et notamment de la question de la fin de carrière des écrivains. Qu'est-ce que achever ? Et il y avait évidemment un certain écho avec les réflexions que je pouvais avoir et qui étaient plus personnelles sur ce que c'était que la fin de carrière d'un professeur. Maintenant j'en suis un peu sorti puisque le tournant a eu lieu et je suis dans une autre période qui a d'ailleurs été extrêmement surchargée d'activités, puisque depuis 1 an que nous ne voyageons plus, que nous n'avons plus le droit de voyager, j'ai l'impression d'avoir beaucoup plus travaillé qu'à l'ordinaire et de n'avoir pas été distrait par beaucoup d'autres activités. Et donc la concentration a été finalement très supérieure, ce qui fait qu'on se demande si on a vraiment envie de reprendre le rythme des voyages, s'il ne vaut pas mieux rester chez soi et travailler en paix. Mais on verra dès qu'on aura été vacciné, on verra si on reprendra les voyages. Fin de la littérature. Alors l'expression peut évidemment s'entendre dans beaucoup de sens. Je l'avais entendu dans beaucoup de sens au cours du cours que j'ai fait l'année dernière
et en ce mois de janvier. Et je crois qu'aujourd'hui, dans cette journée, il y aura aussi beaucoup d'acception de cette notion. Le premier orateur que je présente sans plus tarder, je l'ai mis en tête parce qu'il avait un titre qui me paraissait assez général, pouvoir couvrir le champ et introduire le sujet. Et bon, je ne sais pas ce qu'il va faire, mais c'est ce titre qui m'a fait le placer en début de matinée. C'est donc Jean-Pierre Martin. Je regrette bien entendu qu'il n'ait pas pu venir parce que je ne suis pas certain, maintenant je ne me souviens plus, au cours des 15 années que j'ai passées au Collège de France, est-ce que j'ai déjà eu l'occasion de l'inviter? Si je ne l'ai pas fait, je regrette que ce soit seulement sous cette forme. C'est quelqu'un dont j'apprécie beaucoup les travaux depuis très longtemps, et dont j'apprécie en particulier les derniers ouvrages de plus en plus personnels. Alors son titre est donc, j'ajoute qu'il est professeur émérite à l'université de Lyon. Je crois que c'est 2, mais j'ai toujours un peu de trouble avec les numéros de ces universités. Et son titre est « De la diversité des formes tardives et au-delà de cette limite, votre ticket est encore valable ». Donc merci beaucoup Antoine Compagnon de m'avoir invité sur ce beau sujet, ce très beau sujet qui me tient à cœur, moi aussi, les fins de la littérature. Et à ce propos, je voudrais surtout évoquer la question du troisième âge de l'écriture, du dernier âge de l'écriture. C'est un temps spécial qui, plus que tout autre, peut-être, enferme dans une case qui nous chosifie. Il signale particulièrement ce dernier âge en général et ce dernier âge de l'écriture en particulier, un déterminisme physiologique, temporel, mais aussi métaphysique. Vladimir Jankélévitch, dans 2 livres, d'une part L'irréversible et la nostalgie, d'autre part La mort, un livre courageusement intitulé La mort, ne cesse de dire que le temps ne suspend pas son vol, qu'on ne peut pas faire comme si l'on ne vieillissait pas, que le rajeunissement est une illusion, une chimère, dit-il. Jankélévitch attire l'attention sur un processus inéluctable qu'il appelle la raréfaction des possibles, la raréfaction ininterrompue des possibles. Si le rajeunissement est une chimère, le désir d'écriture, lui, est pleinement légitime tant qu'on reste en vie. La vie d'un écrivain, jusqu'à la fin, peut être animée par un espoir in extremis, qui est une sorte de défi et même de presque une négation, un déni de la mort à venir. Le désir d'écriture est alors plus que jamais vitalité. Il répond au sentiment de l'urgence pointé par Roland Barthes. Vous vous souvenez, Antoine Compagnon l'a cité, les jours sont comptés. Ce sentiment d'urgence n'entrave pas forcément la perspective d'une belle œuvre à venir, la plus belle œuvre peut-être. Pourquoi pas? C'est ce qu'exprime dans une de ses notes, presque ultime du journal, Gide, note datée du 4 juin 1949, Gide a alors 80 ans. Je vais mentionner de manière presque obsessionnelle l'âge des écrivains. C'est mon sujet qu'il demande, je le ferai souvent. 80 ans, Gide, et il dit ceci: certains jours, il me semble que si j'avais sous la main une bonne plume, de bonne encre et de bon papier, j'écrirais sans peine un chef-d'œuvre. La perspective de la fin peut en effet ouvrir un horizon nouveau. C'est ce que note Deleuze dans un livre lui aussi tardif, Qu'est-ce que la philosophie? Au tout début de ce livre, il écrit ceci: il y a des cas où la vieillesse donne non pas une éternelle jeunesse, mais au contraire une souveraine liberté, une nécessité pure
où l'on jouit d'un moment de grâce entre la vie et la mort et où toutes les pièces de la machine se combinent pour envoyer dans l'avenir un trait qui traverse les âges. Et Deleuze cite à ce propos trois peintres, le Titien, Turner, Monet. Mais plus loin, il cite aussi des œuvres tardives d'écrivains comme La vie de Rancé de Chateaubriand et puis, je crois, la critique du jugement de Kant. Ce sont de beaux exemples. Cependant, le vieillissement de l'écrivain n'est pas sans inconvénient. Il peut apparaître comme un ratage ou un naufrage. En tout cas, il prive manifestement d'une fin romantique ou rimbaldienne. Dominique Noguez, le regretté Dominique Noguez, dans une fiction autobiographique intitulée Les Trois Rimbaud, imaginait avec drôlerie un Rimbaud reçu à l'Académie française par Paul Valéry en 1930. Et il opposait à l'icône de l'homme aux semelles de vent la photographie truquée d'un Rimbaud en grand-père vénérable, vieilli, ridé, barbu. Il inventait un Rimbaud tardif, il le faisait mourir d'ailleurs en 1936, il aurait été âgé alors de 80 ans. Il inventait des écrits tardifs de Rimbaud, en particulier un livre intitulé Nuit d'Afrique. C'est une parabole iconoclaste, bien sûr, mais on peut voir à travers cela une fable très sérieuse. Rimbaud, académicien, c'est évidemment la faillite du mythe Rimbaud. Et on comprend la crainte de l'écrivain vieillissant lorsqu'il est célébré. La gloire que certains recherchent est pour d'autres une menace. Pour cette raison, un Michaud, par exemple, ou un Sartre ont refusé la Pléiade de leur vivant. Ils ont cherché jusqu'au bout, de deux façons antinomiques, un bain de jouvence. Ils ont voulu tous deux rajeunir, Michaud et Sartre, chacun à sa façon. Renaître jusqu'au bout, tout faire pour éviter le mausolée d'une commémoration entume. Pour la même raison, lorsque Beckett, en 1900, je ne sais plus en quelle année, a le prix Nobel, mais il a 63 ans, il considère cela comme une catastrophe. J'espère, écrit-il à un ami, que l'œuvre me pardonnera et me laissera l'approcher à nouveau. Reconnaissons par ailleurs que l'histoire des formes tardives est liée à l'histoire mouvante du vieillissement. À la fin du XXe siècle et encore au XXIe siècle, malgré les circonstances, malgré tout, on n'en finit plus de vieillir et donc d'écrire. Les formes tardives s'étirent, se diversifient. Il faut bien reconnaître que l'espérance de vie, l'augmentation de l'espérance de vie est tout à fait complémentaire de l'augmentation de l'espérance d'écriture ou l'inverse. Après ces quelques remarques générales, je voudrais m'intéresser à quelques tendances ou tropismes, c'est pour ça que j'ai appelé mon intervention de la diversité des formes tardives, quelques symptômes, peut-être même éventuellement des manières communes de ce qu'on pourrait appeler la tardivité, comme on dit, la maturité. J'ai tenté de distinguer quelques gestes caractéristiques de la fin d'œuvre, et en particulier 4 tendances, il y en a bien d'autres. La première, c'est la plus évidente, et celle sur laquelle je m'étendrai le plus, elle tombe sous le sens, c'est le tropisme rétrospectif. Il correspond à un besoin de se retourner sur son passé, que traduit bien la première phrase du livre autobiographique de Jean-Pierre Vernant, Entre mythe et politique, paru en 1996. Il a alors 72 ans, et Vernant écrit ceci: « Quand on arrive en bout de course, écrit-il, c'est alors que se pose la question, ou plus exactement qu'on vous pose souvent la question du chemin que vous avez suivi. » À vrai dire, l'écrivain se la pose d'abord à lui-même, cette question. Ce qui nous donne en particulier au XXe siècle bien des autobiographies tardives, dont je cite en vrac quelques exemples. Si le grain ne meurt, Gide, 50 ans. Le miroir qui revient, Robe Grillet, 63 ans. Les mots, Sartre, 59 ans. Enfance, Sarraute, 83 ans. Pédigré, Modiano, 60 ans.
Mémoires intimes, Simenon, 78 ans. Émergence, résurgence, Michaud, 72 ans. Autre rivage, Nabokov, 52 ans. L'écharpe rouge, Bonnefoy, 93 ans. Scène de la vie d'un jeune garçon, Coetzee, 57 ans. Contre son cœur, Hanif Kureishi, 50 ans. Pelure d'oignon, Günther Grass, 80 ans. Roland Barthes, pas Roland Barthes. Barthes, 60 ans. Je m'arrête là, il y en a bien d'autres. Et dans cette liste, vous avez remarqué quelques noms qui jusque-là ne semblaient pas voués à l'écriture de soi, vraiment pas, et qui, pour des raisons diverses, se livrent à une demi-apostasie, à une sorte de palinodie au cours de laquelle ils se libèrent en partie de leur protection, rompent des digues, en partie, lèvent un peu l'interdit biographique, c'est le cas en particulier de Michaud, Robbe-Grillet, Sarraute, Modiano, Bonnefoy, Barthes. La rétrospection, comme forme d'écriture tardive par excellence, c'est ce qu'on pourrait appeler le syndrome de Stendhal. Stendhal a été particulièrement travaillé par l'âge, au point d'écrire dans sa ceinture, à l'approche du moment fatidique, « Je vais avoir 50 ans ». À partir de ses 50 ans, il décide d'écrire à toute vitesse, plus vite que jamais, parce qu'il s'y connaît en écriture rapide. La Chartreuse de Parme, 52 jours. Bon. Au fil de la plume, donc, son autobiographie. Au début de la vie de Brûlart, d'Henri Brûlart, on trouve une scène à Rome qui justifie ce geste. « Ah, dans 3 jours, j'aurai 50 ans. Est-il bien possible ? 50. Je vais avoir la cinquantaine et il serait bien temps de me connaître. Qu'ai-je été et que suis-je en vérité ? Je serais bien embarrassé de le dire. Le soir, en rentrant assez ennuyé de la soirée de l'ambassadeur, je me suis dit, je devrais écrire ma vie. » Il ne sait pas à quel point il est encore jeune, Stendhal. Il est vrai qu'à cette époque, 50 ans, c'est à peu près comme aujourd'hui, 70 ans. Hein. Toujours est-il qu'à partir de là, pour lui aussi, les jours sont comptés, ou du moins les années. Il lui faut changer de régime, il faut faire vite, plus vite encore, ne pas se raturer. À 16, Vita nova de sténographe, les idées me galopent et s'en vont si je ne les saisis pas. Ça donne Vie de Henri Brûlart, 4 mois, 47 chapitres, 400 pages. Le syndrome de Stendhal pourrait aussi bien s'appeler le syndrome de Sand. George Sand est déjà autrice de 30 romans lorsqu'elle écrit sa vie, l'histoire de sa vie, lorsqu'elle commence du moins, à 42 ans. Et le désir de rétrospection peut commencer plus tôt encore. Regardez Michel Leiris, L'âge d'homme, il a 38 ans. L'âge d'homme, titre tellement significatif, sorte d'entrée nouvelle et tardive en littérature, assomption de la vocation littéraire, autobiographique, qui se détache de la vocation ethnographique ou l'accompagne et va prendre la forme de la règle du jeu. Autre exemple, tout à fait différent et inverse, Maurice Genevoix, qui, dans les derniers mois de sa vie, à l'approche de la mort, il a près de 90 ans, qui écrit, qui revient sur son passé dans 30 000 jours, très beau titre, 30 000 jours calculés, ça fait près de 90 ans. Une variante de la rétrospection, c'est la récapitulation. Ce terme m'a frappé dans un livre récent, un beau livre d'Olivier Rollin, Extérieur monde. La récapitulation ne se confond nullement avec le livre ultime. Dans ce registre de la récapitulation, qui correspond souvent à un changement de genre, voici quelques exemples hétéroclites. La trilogie de Régis Debray, qui commence à 52 ans. Edith Wharton, écrivant 3 ans avant de mourir, à 72 ans, en 1934, A Backward Glance, titre significatif traduit en français sous le titre Les chemins parcourus. Ou tout récemment, Edgar Morin, qui a près de 100 ans, publie Les souvenirs viennent à ma rencontre. Plus récemment encore, des essais d'égo-histoire comme ceux de Pierre Nora, tout récemment, Michel Vinocq, Jean-Noël Jeanneney. Mais voici 3 cas vraiment singuliers de rétrospection. Claude Lanzmann, Le livre de Patagonie, Fritz Zorn,
Mars, Günter Grass, Pelure d'oignon. 3 cas vraiment très différents. Le livre récapitulatif peut être un livre unique. C'est le cas du Lièvre de Patagonie de Lanzmann, œuvre vraiment singulière. Jusqu'alors, Lanzmann n'avait écrit que des articles, des reportages, des discours, des préfaces, de beaux textes, mais pas de livres. Et voici qu'en 2009, voici que paraît le livre d'une vie, ou plutôt le livre de la traversée d'un siècle. Lanzmann a alors 84 ans. Il assume une vocation ancienne d'écrivain en dictant son récit. Il le dicte, hein. Il ne l'écrit pas, il le dicte, à Juliette Simon. Et là aussi, sous le signe de l'urgence. C'est précisément le rapport au temps qui est au cœur de ce livre. Lanzmann est un écrivain tardif par excellence. Et voici un autre livre unique, mais vraiment unique, dans tous les sens du terme, celui de Fritz Zorn, Mars, l'auteur de Mars, qui a écrit un grand livre, hein, un très beau livre avant de mourir, unique lui aussi, sur la vie névrotique d'un blessé perpétuel. Ces deux cas nous montrent comment une entrée en littérature peut être aussi une sortie, une belle sortie. À la fin, c'est le moment ou jamais de récapituler, mais c'est aussi le moment ou jamais de passer aux aveux in extremis. C'est le cas de Günter Grass. Comme dit Orwell, une autobiographie ne vaut que si on exprime une honte. C'est vraiment le cas pour Günter Grass, qui a 80 ans, dans Pelure d'oignon, révèle qu'à 17 ans, il avait servi sous l'uniforme SS pendant les derniers mois de la guerre. C'est le moment ou jamais de l'aveu tardif, une façon de devancer les révélations posthumes. La rétrospection peut encore prendre bien d'autres formes, et en particulier la reprise ou la rumination. C'est le cas d'écrivains dont l'œuvre s'est confondue pour une part avec un cycle rétrospectif ou autofictionnel et qui continue ce cycle jusqu'à la fin. Ainsi, La dernière du Raz, dans de nombreux textes, je ne m'étendrai pas là-dessus, il y aura une intervention de Sophie Bogart. Serge Doubrovski dans Un homme de passage, Georges Semprún s'emprunte dans Exercice de survie. Doubrovski écrit jusqu'à la fin son autofiction. La dernière phrase de son dernier livre, particulièrement intéressante pour notre sujet, c'est disparition. C'est dans Un homme de passage, disparition. L'écrit tardif se fait ici thanatographique. Quant à l'œuvre de Semprun, on sait à quel point elle est marquée du sceau de la rétrospection, tout entière tardive en un sens, puisqu'après la Résistance et Buchenwald, Semprún a privilégié l'action politique. Il a 40 ans quand il publie son premier livre. Il me fallait choisir, dit-il, entre l'écriture et la vie, et j'ai choisi la vie. À la fin, il entreprend un dernier écrit, précisément intitulé Exercice de survie, où il raconte qu'au Lutetia, il attend que des pans enfouis de son passé ressurgissent. Il conçoit ce dernier livre comme interminable, et en effet, il sera inachevé. Semprún a commencé en quelque sorte par une fin de la littérature. On comprend qu'ensuite il écrive jusqu'à la fin. Il appartient à la catégorie des écrivains interrompus, différés, à la vocation contrariée par l'histoire, par l'engagement, qui passent toute leur dernière vie à écrivante, à des recherches du temps perdu. Toutes ces formes tardives, à la fois diverses et connexes de la rétrospection, nous invitent à considérer les écritures de soi, en général, comme une manière tardive par excellence. Mais une objection vient immédiatement à l'esprit. On dira, oui, mais enfin, il y a des carnets de jeunesse de Simone de Beauvoir, des journaux précoces, l'écriture intime d'adolescents géniaux, le journal de Queneau qu'il commence à 11 ans, celui que Gide, lui aussi, commence très tôt, dès 1887, les écrits intimes de Vaillant, formidables, les écrits intimes de Vaillant, entre parenthèses, ça donne vraiment un autre éclairage sur l'œuvre. Et bien précisément, à mon sens, cela suggère que le tardif ne se confond pas tout à fait avec la question de l'âge. Il peut y avoir du précoce tardif qui invite très tôt à une auto-analyse des crises spirituelles successives. Et oui, on peut avoir des crises spirituelles à 11 ans, à 15 ans. 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 15 ans.
très fort, très intense. C'est une autre Simone de Beauvoir qui apparaît dans ses carnets, hein. Le sentiment de vieillissement, ses carnets de jeunesse. Et l'on perçoit que dans tout son cycle mémoriel des mémoires d'une jeune fille rangée à tout compte fait, une conscience continue de la force et de la faiblesse de l'âge. On pourrait donc oser cette hypothèse, oser, bon, dès qu'il y a du rétrospectif, il y a du tardif. Dès qu'on fait sur retour sur soi, on assume un passé, une histoire. On regarde dans le rétroviseur, on se voit déjà vieillir et l'on peut, dès l'âge de 17 ans, ressentir une anxiété à l'égard du présent comme de l'avenir. Ce sont là des jeunesses exceptionnelles, des jeunesses réfléchissantes qui ne se croient pas tout entières jeunes et ne cultivent pas leur jeunisme. Je fais allusion à la belle phrase de Pierre Pachet dans Le Grand Âge. Un jeune qui se croit tout entier jeune est déjà un abominable vieillard refermé sur soi, hargneux. Cependant, il faut bien accorder aux écrits de la fin une spécificité. Le sentiment intense du temps déjà derrière soi a bien pu être précoce. Il prend un tout autre sens lorsque on se sent en fin de course entre la vie et la mort, à l'approche de l'instant fatal. C'est pourquoi il faudrait sans doute distinguer l'écrit tardif et l'écrit ultime, du moins qui se vit ultime, celui de la dernière chance, qui pourrait avoir pour devise cette phrase de Roger Vaillant, écrite en 1944 au début d'un texte intitulé « La mort d'un athée ». Il ne nous reste plus que quelques jours à vivre. Il faut écrire vite. Au moins, sortir une dernière fois, faire le tour du passé. Le cas limite étant l'impossible écriture au moment de la toute fin et du dernier souffle, un état exceptionnel par excellence que tout écrivain rêverait de saisir, mais, comme l'écrit Henri Michaud, toujours à l'affût des situations extrêmes, les moribonds n'écrivent pas, et pourtant, quel moment qu'une agonie. Mais revenons aux formes tardives tant qu'il n'est pas encore trop tard, et après la rétrospection, toutes ces variantes, toutes ces formes, à l'opposé de la somme mémorielle, du journal cumulatif ou de la récapitulation, voici maintenant la rétention, l'abrégement, l'amincissement. Les fins d'œuvre qui se disséminent ou se distillent alors en opuscules, en plaquettes, marquant non pas un renoncement, mais une continuation à petits pas, une retraite progressive, une sorte d'économie prudente et austère de l'inspiration. Ainsi, chez Robert Pinget, comme chez Samuel Beckett, chez Sarraute, peut-être aussi dans une moindre mesure, mais Anne Jefferson nous en parlera, la manière terminale est brève et comme réticente. Les livres s'amenuisent. Ce sont parfois des texticules, des codicilles, Beckett, les titres sont significatifs, pour finir encore et autrefois rade. Mal vu, mal dit, catastrophe, cap au pire, Soubresaut, la dernière bande, Bruno Clément nous en parlera certainement. Pinget, Monsieur Son, Jarnet, Charrue, Tache d'encre, Maheu reparle. Il y a là sans doute, dans ce goût tardif pour les formes brèves et le fragment, une physiologie, une sagesse, une sobriété plus ou moins heureuse. Beckett évoque les vieilles ères, le temps de la faconde, autrement dit, fini le temps de la digression et de l'expansion. La fin d'œuvre revendique une écriture épuisée, un style catastrophique, voire une aspiration au silence. Jamais une maison, il faut le dire, une maison d'édition prestigieuse n'aurait publié aussi petit livre d'un jeune auteur. Mais alors, il y a un public dans ces années-là, 1880-90, il y a un public en attente des moindres écrits de Beckett, d'une grande voix consacrée comme Beckett, bien sûr. Et quant à Pinget, dans ces années-là, s'il n'est pas une gloire, on le voit comme un cousin proche de Beckett. C'est un cas intéressant de ce point de vue-là, de la fin, Pinget, parce qu'il ne cesse de dire la fin. Chacun de ces opuscules est travaillé par l'idée de la fin. Le dernier Beckett cherche l'abstraction et le moindre. Le dernier Pinget, lui, propose des florilèges d'aphorismes, le laconisme d'un vieux sage agonisant, un humour parfois macabre qui exorcise l'échéance finale. En fait, Pinget a commencé
très tôt, comme je le disais, la méditation vieillissante dès Monsieur Songe en 1982. Il a alors 63 ans, enfin bon, c'est assez tôt. Monsieur Songe, c'est un personnage de retraité, un peu le représentant en existence de l'écrivain tardif, même s'il n'écrit pas, c'est un contemplatif qui perd la mémoire. Et Pinget commence alors à pratiquer ce qu'il appelle, c'est intéressant pour les écritures de la fin, l'écrivaillerie, laquelle va prendre le pas sur les longs récits. Il est travaillé de plus en plus par l'aquabonisme, Pinget. Il joue avec la vanité de l'écriture. Les titres sont révélateurs: Harnais, Charrue, c'est un cheval de labour vieillissant qui continue à tracer péniblement son sillon, le tâcheron qui continue de noircir son carnet d'une écriture presque moribonde. Et dans ses entretiens, pour finir sur Pinget, il déclare ceci, qui me paraît très intéressant: pendant une vingtaine d'années, je me suis délassé de mon travail en écrivaillant les histoires de Monsieur Songe. L'écrivaillerie accompagne l'œuvre, elle prédit sa fin, puis elle dit sa fin. J'ai toujours l'espoir de finir ma vie en écrivant quelque chose, ne serait-ce que 3 lignes. Après la rétrospection, la récapitulation, la rumination, la reprise, après l'abrégement dont je viens de parler, voici une autre forme tardive, l'écrit final par excellence, l'écrit ultime, terminal, agonique d'une femme partie, les journaux d'une guerre intime, d'un dernier combat avec le corps, les écrits qui se savent crépusculaires au comment, les cérémonies d'adieu, au lecteur comme à soi. Quelques exemples, souvent, forcément, ou presque toujours, des publications posthumes: Georges Perros, L'ardoise magique, Alphonse Daudet, La Doulou, ça veut dire la douleur, c'est comme ça qu'il appelle la douleur, la fin du journal de Mathieu Gallet, André Gide, Ainsi soit-il, où les jeux sont faits, tous les derniers écrits d'Hervé Guibert, Cytomégalovirus, À l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie, Le protocole compassionnel, Le paradis. Le dernier écrit de Georges Perros est dédié aux laryngectomisés. Ce sont des notes d'hôpital. Perros est en train de mourir d'un cancer du larynx. Il vient de perdre la parole. Voilà un écrit auquel l'auteur a été sensiblement contraint, puisqu'il ne peut plus parler, et qui prend au mot la formule de bataille. Écrire, dit Perros, devient nécessaire. Mathieu Gallet, en février 1984, apprend qu'il est atteint d'une sclérose latérale amyotrophique. Il va perdre l'usage de ses muscles, les uns après les autres. On lui donne 4 ans. Il meurt en février 1986, non sans avoir décrit avec talent tous ces mots. Alphonse Daudet écrit un texte posthume, La Doulou, la douleur donc, publié seulement en 1930. Daudet est mort en 1897. Et il me semble que ces exemples, quelques autres, sont particulièrement émouvants. Ces façons de tenir son journal jusqu'au dernier souffle. À la fin, tout devient écriture du jour. À la fin, le journal devient, disons, thermomètre du corps plutôt que baromètre de l'âme, ou autant que baromètre de l'âme. C'est le devenir nosographique, agonique, moribond de l'écriture. Gide, quant à lui, décide à la toute fin d'écrire autre chose que son journal dans un genre nouveau. Il ne veut pas se raturer lui non plus, il veut écrire sans après aucun, avec comme règle biffer, c'est tricher, donc il fait son léris en somme, dans la règle du jeu. Je ne sais ce que ça donnera, dit-il, j'ai résolu d'écrire au hasard, cela donne, ainsi soit-il. Maintenant, quelques phrases, que j'ai tirées de ces récits de la fin et qui les illustrent bien, qui donnent le ton. Alphonse Daudet dans La Doulou. Qu'est-ce que vous faites en ce moment? Je souffre. Devant la glace de ma cabine, à la douche, quel est ma ciment. Le drôle de petit vieux que je suis devenu tout à coup. Sauté de 45 ans à 65. 20 ans que je n'ai pas vécu. Journal de Claudel. 80 ans. Plus d'yeux, plus d'oreilles, plus de dents, plus de jambes, plus de souffle. Et c'est étonnant, somme toute, qu'on arrive à s'en passer. Gide, Ainsi soit-il, où les jeux sont faits. Je crois même qu'à l'article de la mort,
je me dirais, tiens, il meurt. Journal de Mathieu Gallet, je me regarde, je m'écoute, je ne me reconnais plus guère, un autre m'habite, c'est le moi de la fin. Maintenant, voici une autre forme ultime. Après la forme ultime imposée en somme par le délabrement du corps, une fin annoncée, l'annonce d'un coup d'arrêt. Je ne traite pas évidemment Philippe Ross, dont parlera Josiane Savignon, qui lui s'arrête d'écrire. Mais là, on continue d'écrire jusqu'à la fin et d'écrire et d'annoncer le suicide. 4 exemples extrêmement différents: Drieux-La Rochelle dans Récits secrets, Césarée Pavese, Romain Gary, André Gorz. Je ne parlerai pas de ces 4. André Gorz dans Lettre AD, bien sûr. Le seul point commun, la haine de la décrépitude, sans doute, le désir d'aller au-devant de la mort et parfois une sorte de vocation ancienne au suicide. Pavese, à ces 2 mots, un acte. Dernier mot à la fin du métier de vivre, tout cela me dégoûte, pas de parole, un geste, je n'écrirai plus, mais enfin il l'écrit. Avec Césarée Pavese, l'écrit tardif lui donne un éclat particulièrement tragique. Je lis la fin du journal de Pavese en sachant qu'il va écrire le dernier mot, le dernier texte avant son suicide. Il est daté, nul autre que l'écrivain ne donne le signal de la fin. La fin de sa vie, c'est la fin de son journal, explicitement, délibérément daté par lui-même, 1950. Le 17 janvier de l'année de son suicide, Pavese écrit dans son journal « Nous sommes au monde pour transformer le destin en liberté ». Il meurt après avoir terminé sa dernière œuvre poétique, très belle d'ailleurs, au titre lui-même éclairant « La mort viendra et elle aura tes yeux ». À propos du coup d'arrêt volontaire, comment ne pas envisager le statut particulier du petit livre posthume de Romain Gary intitulé Vie et mort d'Émile Ajar? On pourrait considérer qu'Émile Ajar est un Gary tardif, même s'il coexiste sans véritable rupture avec Gary auteur. Écrire, c'est entrer en scène, disait Paul Valéry. L'idée de Gary, c'est de ne pas rater sa sortie. Gary tardif a des problèmes avec le renom de Gary, avec un écrivain présenté comme en fin de parcours, prisonnier de la gueule qu'on lui a faite selon l'expression de Gombrowicz. Vie et mort d'Émile Ajar, c'est une sorte de faux testament où il est question en particulier du stratagème de la pseudonymie face à la comédie littéraire. Les derniers mots de Romain Gary dans Vie et mort d'Émile Ajar: je me suis bien amusé. Au revoir et merci. 31 mars 1979, et il se suicide le 2 décembre 1980. Voici maintenant, enfin, 2 coups d'arrêt provisoires, ou plutôt 2 suspens, pour 2 raisons très différentes. D'une part, l'irruption de l'histoire majuscule dans l'œuvre de René Char. D'autre part, l'irruption d'un événement intime et déchirant dans l'œuvre-vie d'Henri Michon. L'engagement corps et âme implique une sortie hors de la poésie. Il en va ainsi pour le poète René Char, devenant le capitaine Alexandre, résistant dans les maquis de Provence. Son œuvre s'interrompt. Le maquisard ne publie plus. Il n'écrit plus que des notes, affectées par l'événement, dit-il. Des notes qui deviendront plus tard les magnifiques feuillets d'hypnose. J'écris brièvement, je ne puis guère m'absenter longtemps, s'étaler conduirait à l'obsession, l'adoration des bergers n'est plus utile à la planète. Un autre coup provisoire, un suspens, non pas en raison de l'histoire, mais face à l'événement existentiel extrême. C'est Henri Michon qui ne cesse d'écrire au moment de l'hospitalisation puis de la mort de sa femme. Marie-Louise, morte 1 mois après un accident des suites de ses brûlures. Un accident, grave, très grave, touchant une personne qui m'est proche. Tout s'arrête. Ça n'a plus beaucoup de sens, le réel. L'autre réel, le réel de distraction qui n'a pas affaire à la mort. À bas les mots,
Dans ce moment, aucune alliance avec eux n'est concevable. Je suis au-delà. J'ai besoin de me laisser aller, de tout laisser aller, de me plonger dans un découragement général, sans y résister, sans vouloir l'éclaircir, en homme étourdi par les chocs qui aspirent à s'étourdir davantage. C'est Henri Michaud dans Émergence, Résurgence, qui écrit cela de façon rétrospective. Il a 72 ans. Pour soulager un peu du monde effroyable et immense de la souffrance jamais loin, qui ferme la bouche à tout le reste, la peinture convient mieux, dit-il, et aussi le piano ou le tam-tam. Cependant, après avoir aperçu l'aile du non écrire, il retourne au poème avec Portrait de Maï Dozem. Mais enfin, on peut aussi écrire une belle œuvre finale où l'on s'efface. Pour finir vraiment, évoquons l'image d'Orwell, écrivant son dernier livre, considéré comme son chef-d'œuvre, du coup. Un livre d'abord intitulé Le Dernier Homme, et qui deviendra 1984. On est en 1948. Il est en train de mourir, Orwell. Il ne le sait pas, il ne veut pas le savoir. Il le sait un peu. 3 ans auparavant, il s'est retiré face à la mer, dans les Hébrides intérieures, sur une île presque déserte. Il écrit en survivant, en jardinant, en chassant et en pêchant. En retapant sa maison aussi, une maison totalement isolée au bout de l'île de Jura, dans un endroit absolument incroyablement de style la fin du monde. J'échappe au monde tel qu'il est, et j'écris 1984. C'est son dernier combat. Cette entreprise est la dénégation d'une fin cependant annoncée par une tuberculose à cette époque inguérissable. Orwell est en train de mourir. Il écrit jusqu'à la fin, comme si rien n'était joué. Il écrit pour dire « je suis vivant », pour conjurer l'angoisse de la disparition. Il écrit face à la menace atomique et au totalitarisme. Il écrit pour donner, jusqu'au bout, forme à la vie et signification au temps. Oui, décidément, une œuvre tardive peut être un chef-d'œuvre. Lorsque les jours sont comptés, l'enjeu peut être plus intense encore. Comme dit un personnage de Gary dans Au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable. Il faut savoir finir. Merci à vous. Eh bien, merci Jean-Pierre Martin pour ce bel exposé qui a traversé beaucoup d'aspects du thème qui nous préoccupe et beaucoup d'écrivains que vous avez convoqués. Bon, on y a retrouvé cette grande opposition qui figure par exemple dans le livre d'Edward Said sur le style tardif entre la récapitulation d'un côté, pour laquelle il prend comme modèle Richard Strauss, puisque ces exemples sont plutôt musicaux, et puis ce que vous avez appelé, avec Deleuze, je crois, la souveraine liberté, et à laquelle j'avais donné comme nom dans mon cours le sublime tardif, qui venait de la critique américaine, qui représenterait un peu les deux polarités de cette écriture tardive. J'étais aussi très sensible à ce que vous avez pu dire de la tardivité qui commence tôt, une sorte de puer-senex qui fait que certains écrivains sont tentés d'entreprendre cette récapitulation à un âge précoce, et je crois que vous avez évoqué Simone de Beauvoir à ce propos. Et puis, j'ai été également très sensible à tout ce que vous avez dit de ces... Alors là, je vois plutôt des variantes de la dernière chance, puisque
à la fois dans ces variantes de la dernière chance, vous avez évoqué cette tendance vers l'essentiel, son d'essentialisation et allant vers la brièveté et la fragmentation qu'on trouve en effet chez beaucoup d'écrivains. Et puis, ce qui est quand même autre chose, ce que vous avez appelé le dernier combat, qui est autre chose, puisque vous avez énuméré un certain nombre de cas d'écrivains qui étaient, pour ainsi dire, spectateurs de leur fin, en évoquant Daudet ou Pérec ou Hervé Guibert, beaucoup de ces écrivains. Alors, j'étais très content aussi de vous entendre terminer à la fois par René Char, Les feuillets d'hypnose, qui marque cette écriture sous l'emprise de la menace et de la mort. C'est l'arrêt provisoire, effectivement. Feuillet d'hypnose, c'est tout à fait emblématique de cette affaire. Cette écriture, vous avez employé à la fin l'expression de ces jours comptés, l'écriture sous l'empire des jours comptés. Et ça m'a semblé donc tout à fait beau. Ce ne sont pas véritablement des questions, mais des commentaires, parce que j'ai été très, très sensible à la manière dont vous avez abordé cette question, qui est tout à fait en phase, je crois, avec ce que j'avais essayé de faire dans mon cours de l'année passée. Alors, on peut avoir des questions de ceux qui sont présents physiquement ou présents virtuellement. Je crois qu'il faut que je les transmette. Il y a des questions parmi ceux qui sont là qui veulent être posées parce qu'on ne peut pas faire circuler de micro. C'est interdit pour des raisons sanitaires. Je ne sais pas si quelqu'un veut poser une question. Bonjour Jean-Pierre. Je prends la parole vraiment pratiquement pour te saluer, pour te dire un mot. On était déjà en visio il y a quelques semaines, Jean-Pierre et moi, parce qu'on l'avait invité, nous aussi, à notre séminaire. Écoute, moi, j'ai été bouleversé par ton exposé. Je le trouve vraiment très beau. Mais une question malgré tout. Est-ce que tu n'as pas parlé de l'effet rétrospectif? Tu as parlé de la rétrospection, mais de l'effet rétrospectif dont jouissent tous les textes derniers. Et on a une sorte de tentation, une fois que la personne est morte, on sait que c'était le dernier texte, et on lui accorde un statut particulier. Puisque tu as cité Beckett, ce n'est pas le sujet de mon exposé de tout à l'heure, mais je suis frappé par ce que tu as dit, c'est-à-dire tous ces derniers textes, ils parlent de la fin. Dernier mot de Soubresaut, qui est lui-même le dernier texte, « Au tout finir ». Mais Beckett parle de la fin depuis le début. Donc moi aussi, je suis sensible, comme Antoine Compagnon, au rappel dans les derniers temps de ce qui se joue en fait très très tôt. Et pour Beckett, c'est particulièrement flagrant. Mais si on oublie Beckett, est-ce que tu es sensible toi aussi à ça, c'est-à-dire à l'effet rétrospectif qui consiste à juger à la lumière de la fin l'ensemble de l'œuvre. Voilà. Oui. Merci beaucoup pour ce que tu me dis, Bruno. Et je suis ravi de parler avec toi à cette occasion. Merci à Antoine Compagnon de nous réunir une nouvelle fois. Et je vois tout à fait ce que tu veux dire, et c'est très passionnant cet effet rétrospectif. Alors, c'est pour ça qu'il faudrait peut-être distinguer effectivement, d'une part, les écrivains qui savent qu'ils vont mourir et qui écrivent quand même dans cette perspective de la mort, parce que leur santé est en jeu, parce que ils sentent que c'est la fin. Donc il y a un sentiment de la fin qui est réel, et donc là, ce n'est pas l'effet rétrospectif du lecteur, c'est réellement ce qu'on vit dans son corps. Il y a d'une part ça, et puis d'autre part, cet effet rétrospectif, il n'est pas seulement rétrospectif, il est aussi, comment dire, contemporain. Pourquoi? Parce que on sait très bien que tel ou tel écrivain n'a plus 20 ans, qu'il a 70 ans, 80 ans, etc. Bon. Et
veux dire une chose qui me tient à cœur aussi aujourd'hui, qui est peut-être effectivement du côté de l'autopromotion des écrivains tardifs, c'est-à-dire que on vante quand même beaucoup le jeunisme. Aujourd'hui, on cherche le jeune écrivain, la jeune gloire, etc. Et je crois que, enfin, je pense à ça à travers le point de vue que j'ai maintenant sur ce que j'ai voulu dire à travers ça, c'est la question de l'intensité, au fond. Il y a une intensité particulière quand on prend de l'âge, tout simplement. Une intensité qui me semble mériter une valorisation particulière. Voilà. Hein, donc, c'est peut-être ça dont j'ai parlé à travers en particulier Orwell ou d'autres écrivains. C'est ce que disait Antoine Compagnon, qui est le fil rouge de ses interventions, sur les jours sont comptés, quoi. Voilà, c'est quand même ça qui donne au sujet de la tardivité sa force. Hein, et évidemment, pour Beckett est un cas très particulier, peut-être justement à rapporter au fait que le tardif n'est pas le tardif comme on le croit. Voilà. Ouais. Merci beaucoup pour ta réponse. Merci Bruno. Merci beaucoup pour la réponse et pour la question, parce que c'est une question très importante. Je vais essayer de l'aborder dans mon cours, qui est celle au fond, de cette illusion rétrospective. Le fait que nous lisons les dernières œuvres comme si elles étaient testamentaires, comme si elles avaient cette dimension testamentaire. Mais je suis d'accord avec vous qu'il y a cette différente temporalité. Vous avez évoqué Jankélévitch pour commencer. Dans le cours, j'avais évoqué les textes de Jankélévitch sur Simmel, qui sont fondamentaux pour comprendre l'œuvre tardive, puisque Simmel est l'un de ceux qui a réfléchi à cette notion d'œuvre tardive. Donc il y a véritablement une rencontre là. Mais vous avez insisté, je crois, avec juste raison, sur ce sentiment des jours comptés, et qui faisait toute la fin de votre propos, et qui nous fait, me semble-t-il, échapper à cette illusion rétrospective. Quand on prend les textes de Gide, ainsi soit-il, où les jeux sont faits, que j'avais aussi commenté dans mon cours, il y a véritablement cette mort pour demain qui est là et qui change profondément la lecture que nous pouvons faire de ces textes.